Bonjour, merci pour votre exposé. Alors juste deux questions et une remarque. Alors première question, la pratique systématique de la stérilisation, à un point qu'on dit d'ailleurs, est-ce que le chat ou le chien a été opéré, parce que c'est devenu presque un synonyme opération et stérilisation. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau justement de la notion de bien-être animal et la notion de respecter ce que doit être, le fonctionnement animal, et bien sûr ce dont vous n'avez pas parlé, l'euthanasie, qui nous est refusée à nous, parce que bien sûr il n'y a pas de suicide assisté chez l'animal, mais nous ça nous est refusé, mais par contre un chien, un chat en fin de vie a droit à l'euthanasie. Quelle est votre position? Je crois que pour en avoir parlé avec quelques vétérinaires, il n'y a vraiment pas du tout de consensus là-dessus, et vous avez des gens qui sont vraiment pour, d'autres contre. Et puis la dernière remarque, la notion d'interdit alimentaire, j'y vois plus, et ça vous nous donnerez votre avis, j'y vois plus un effet de chercher un séparatisme plutôt que de parler de bien-être animal. Voilà. Bon, trois questions donc. Alors sur la stérilisation, je serais tenté, on s'adresse évidemment à des espèces domestiques, des espèces qu'on a domestiquées, qu'on a donc placées sous notre dépendance, depuis le néolithique, depuis 15 000 ans, mettons, ou plus pour le chien, beaucoup moins longtemps pour le chat, sont des espèces qu'on a placées sous notre dépendance. Et on assure quelque part aussi leur sécurité. Alors bien sûr, on veut leur bien pour se faire plaisir. Si je pense au chat, le chat domestique, notamment le mâle non stérilisé, indépendamment du fait que, il produit, vous savez, il a un comportement de marquage qui gêne le propriétaire de l'animal, mais bon, ça le rend je dirais, il a une plus grande tendance à se sauver, à se faire écrabouiller par une voiture. Vous savez que la première cause de mortalité chez le chat, c'est quand même les causes accidentelles. Ils se font, je crois, mes confrères me diront, mais il me semble que c'est la première cause de mortalité. Donc, si vous voulez, la stérilisation est apparue comme... voilà. Et puis, bon, après, là, évidemment, on fait de la transposition, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme, ça, il est frustré, il ne peut pas exercer sa sexualité, connaître le plaisir sexuel, etc. Bon, là... je ne sais pas, là on a la chance d'avoir 3 autres vétérinaires, donc ici aujourd'hui, ils pourront interagir là-dessus. Donc j'en dirai pas plus sur la question de la stérilisation. Après, la stérilisation, s'agissant des espèces de rente, elle avait évidemment aussi l'objectif de calmer les ardeurs génésiques de ces animaux, de faire en sorte que le bœuf, si vous voulez, au lieu du taureau, si vous observez dans une stabulation des taurillons et puis des bœufs, je peux vous dire que c'est pas du tout pareil. Il y en a un qui est calme et qui va profiter de la nourriture qu'on va lui donner, donc ça va être quand même beaucoup plus rentable que les autres qui vont passer leur temps non seulement à se sauter les uns sur les autres dans une attitude qui est très homosexuelle, entre parenthèses, où ils sont en train de se saillir en permanence les uns sur les autres, en plus ils attrapent des accidents, donc voilà. Voilà pour la stérilisation. L'euthanasie. Alors l'euthanasie, c'est vrai que sur l'euthanasie, nous avons par rapport à nos collègues médecins, on a même fait le verbe euthanasier. Nous, on euthanasie un animal, vous voyez, c'est devenu un verbe transitif, direct, on euthanasie. Donc c'est sûr qu'il y a eu chez les vétérinaires une relative banalisation de l'acte qui permet, dès lors que je pense que c'est une réponse quand même qui apparaît plutôt satisfaisante face à des douleurs animales insupportables qu'on n'est pas capable de gérer convenablement dans le temps. Ça, je pense que c'est une réponse. C'est une réponse tellement satisfaisante pour les vétérinaires. Je vais vous faire une révélation, vous ne connaissez sûrement pas, parce qu'on parle toujours des policiers qui se suicident beaucoup, des enseignants, des agriculteurs qui se suicident 2 fois plus que la moyenne nationale. Mais ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne le dit jamais, c'est que la population vétérinaire, elle se suicide 4 fois plus que la moyenne nationale. Oui, alors ça interroge, et ça c'est pas seulement en France, c'est une constatation faite au Royaume-Uni, une constatation faite en Allemagne, etc. Les psychiatres et les psychologues expliquent que précisément, le vétérinaire est habitué, finalement, il observe ce soulagement apporté à un animal qu'en conscience il ne peut plus soulager, et le soulagement observé fait que quand lui-même est en situation difficile, il pense à appliquer ce qu'il a observé, vécu par son expérience de façon positive. Donc ça c'était pour l'euthanasie. On pourra en parler, on pourra aller à l'infini sur l'euthanasie. La troisième question, je ne me souviens plus, c'était l'interdit alimentaire versus le séparatisme ou la défense des animaux.
Oui, l'interdit alimentaire, bah oui, bien sûr, ça c'est tout le problème. Alors, à propos de l'interdit alimentaire, parce que je vous dis, j'ai fait partie du comité national d'éthique des abattoirs pendant 5 ans, donc j'y avais été nommé, voilà. Et c'est un débat qui n'est pas... Mais c'est un débat sur lequel le droit progresse. Il faut que vous sachiez que, par exemple, bon, la France n'a pas osé, vous voyez, le ministère de l'Agriculture et les gouvernements français de gauche et de droite, je dirais, sont relativement frileux sur cette question, compte tenu de l'importance de la population nationale qui recourt à l'abattage rituel. En 1962, enfin dans les années 60, peut-être pas 62, c'est des années 60, a été pris en France le décret rendant obligatoire l'étourdissement avant abattage. Hein, c'est un décret des années 60, qui a été pris d'ailleurs notamment sous l'influence d'une personne qui s'appelle Madame Gilardoni, qui a créé une association qui s'appelle l'œuvre d'assistance aux maîtres d'abattoir, dont je suis un fidèle adhérent depuis 89, entre parenthèses. Eh bien, cette dame a convaincu les pouvoirs publics à l'époque de rendre obligatoire l'étourdissement. Donc mais il y a eu la dérogation, à l'époque, la dérogation pour les religieux. Alors à l'époque, la dérogation concernait les juifs, c'était l'abattage cachère. Ça ne concernait pas un grand nombre d'animaux. Tant que ça ne concerne pas un grand nombre d'animaux, on n'en entend pas beaucoup parler. Évidemment, avec l'abattage halal, ça concerne un plus grand nombre d'animaux, donc un plus grand nombre de personnes, donc un plus grand nombre d'animaux. Et puis alors où les choses se sont aggravées, c'est qu'à un moment donné, certains directeurs d'abattoirs, qui finalement n'ont que leur registre comptable en ligne de mire, se sont dit, mais non d'une pipe, hein, à organiser à la fois un abattage avec étourdissement, puis après certains jours un abattage rituel où il n'y a pas besoin du poste d'étourdissement, qu'à cela ne tienne, je vais supprimer ce poste d'étourdissement qu'ils vont mettre, ils vont tous passer à halal, l'affaire est classée, les gens, même qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils aient la foi musulmane ou la foi juive, ou bien qu'ils soient athées, chrétiens, pas, ils mangeront tous, après ils n'ont pas besoin de le savoir. Donc voilà, donc ça a été l'origine du scandale. C'est là que le scandale est venu. Alors, je dois vous dire simplement que les Belges, un peu plus courageux que nous, mais bon, on est d'autant plus courageux dans un pays que l'élevage a beaucoup moins d'importance économique, hein, donc il y a un petit peu de ça. L'économie, je dirais, parfois, vous voyez des pays, oh là là, mais eux, ils ont interdit ça depuis longtemps. Pas forcément, ça ne les dérange pas beaucoup, ça ne représente rien économiquement dans leur pays. Donc c'est plus facile. Mais les Belges se sont opposés à l'abattage rituel. Alors donc ils sont allés, il y a eu des recours, des associations confessionnelles, il y a eu des recours devant les diverses juridictions, c'est allé devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part là, donc qui a finalement considéré que, parce qu'effectivement on fait observer que dans le droit de l'Union européenne, je dirais en haut se situe certes le bien-être animal, mais aussi le droit des cultes, la liberté de culte. Eh bien, finalement, ils ont tranché en disant que la liberté de culte portait pas atteinte. Porter atteinte à un rite, ça portait pas atteinte, finalement, à la foi religieuse et à la possibilité. Donc, ils ont donné la primauté. Et alors, récemment, d'autres sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a dit à peu près la même chose. Donc... Alors, tu veux bien préciser, je n'ai pas entendu ce que... La décision, c'est quoi alors? Alors, la décision, c'est que finalement, il y a la primauté, la décision, ça ne porte pas atteinte significativement à leur libre exercice du culte, contrairement à ce qu'ils disent. Si on oblige à l'étourdissement. Oui, si on oblige à l'étourdissement. Voilà. L'obligation d'étourdissement ne porte pas atteinte significativement à l'exercice du culte, et c'est important, par contre, ça porte, je dirais, d'une façon beaucoup plus importante atteinte au bien-être animal. Voilà. Et ça, c'est récent. J'ai plus les dates, mais c'est récent. La dernière, elle est du début de l'année, je pense. Voilà. Donc, à mon avis, ça devrait bouger. J'étais un peu trop long pour répondre à ces 3 premières questions. Moi, je demande, dans la mesure où on attribue des émotions aux animaux, dans quelle mesure on prend en compte ces émotions-là comme facteurs de biais dans la lecture des résultats lorsqu'ils sont soumis à des expérimentations. Voilà. Et puis j'ai une autre question, c'est un peu dans le même registre, c'est dès lors qu'on attribue aussi des émotions aux animaux, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils souffrent de maladies psychiques ou psychosomatiques?
Bon, sur la deuxième question... Bon, ça marche, non? Bon, c'est pas grave. Attends, si, non, mais j'ai des batteries. Ah, il marche plus longtemps, ça semblerait. Non, mais j'ai des batteries. Oui, je vais répondre. Parce que vous enregistrez, c'est ça? Non, non. Ah, il faut que je réponde. Je suis là. Très bien. Bon, alors, donc, je reste ici pour l'image et pour le son. Alors, votre dernière question, j'allais répondre à la dernière, mais j'ai déjà oublié. Oui, maladie. Bon, alors, sur les maladies... La dépression. Est-ce qu'elle peut originer un cochon avoir une dépression? Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Donc la réponse des vétérinaires est positive. Je dirais même, on parle aujourd'hui, il y a même de psychiatrie animale, vous voyez, parce qu'on a franchi pas. On a beaucoup de vétérinaires, ont créé, et participent activement à des organismes, des associations d'éthologie animale, vous voyez, de comportement. Hein, il y a des comportementalistes non vétérinaires et des comportementalistes vétérinaires. Donc, incontestablement, hein, donc on peut parler d'une psychiatrie vétérinaire. L'un de nos confrères, notre ami Claude Beata, a beaucoup écrit, vous voyez, notamment sur les animaux de compagnie, sur le chat et le chien, mais de façon très intéressante d'ailleurs là-dessus. Donc, sur cette réponse, bien entendu. Vous aviez dit après pour l'expérimentation. Oui, donc, est-ce que les émotions des animaux ne peuvent pas constituer une source de biais et donc qui altèrent même le résultat, les conclusions qu'on peut tirer des... Eh bien, je pense qu'effectivement, notamment depuis peu de temps, trop peu de temps sûrement, depuis 15-20 ans, il y a vraiment une prise en compte de cela. Et c'est aussi un des points, vous voyez, la Commission nationale de protection des animaux utilisés à des fins d'expérience, à des fins scientifiques, et aujourd'hui présidé par un vétérinaire, c'est le professeur Patrick Verbaerd. Il est très attaché à cela, en disant attention, là, il est anesthésiste, hein, sa spécialité c'est l'anesthésiologie vétérinaire. Donc il est très attaché à cela, à examiner, à dire attendez, cette expérience-là, parce qu'on les autorise. Aujourd'hui, on ne fait pas des chercheurs dans leur laboratoire ne prennent pas l'initiative de faire telle ou telle expérience avec des animaux sans avoir préalablement déposé un dossier et obtenu l'autorisation de le faire. Et après, passer dans les comités d'éthique du laboratoire. Donc, il faut que ça réponde. Et il faut effectivement, on vérifie que c'est fait de telle manière qu'a priori, il n'y a pas de biais expérimentaux dus aux émotions. Oui, bien sûr. Et à mon avis, il y a eu beaucoup d'expérimentation, beaucoup de gâchis. Je dis du gâchis, je dirais du gâchis animal, du gâchis de vie et d'émotions et beaucoup de souffrances inutiles, parce qu'on a fait pendant trop longtemps de l'expérimentation animale qui ne pouvait pas donner des conclusions satisfaisantes. Bon, Claude Bernard, quand il faisait c'était de la vivisection, pratiquement, hein, il n'avait pas forcément le souci à l'époque, elle n'était même pas inventée, l'anesthésie d'ailleurs au départ. Hein. Donc il y a eu des biais, bon, finalement... les choses étaient tellement énormes que on pouvait en tirer des conclusions. Mais de façon fine, je suis tout à fait de votre avis, il faut tenir compte des émotions, bien sûr. Ici. Voilà, bonjour monsieur, merci pour votre conférence. Je voulais juste, dans la continuité de l'anthropomorphisme chez l'animal, ça n'a pas été évoqué, mais est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la résilience chez l'animal, première chose, et puis ensuite de l'intérêt du traitement du handicap chez l'animal, puisque ça, je sais que ça existe. Oui, alors, bon, sur le handicap chez l'animal, bon, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre, d'avoir suffisamment travaillé la question. Peut-être que mes confrères juste devant vous auront peut-être de meilleures réponses. La résilience, bien entendu, c'est une notion... alors, je ne sais pas quels travaux sont faits actuellement, j'ai pas de ça dépasse un peu le cadre de votre conférence, mais... Non, mais c'est dans la continuité, je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas, à mon avis, de barrière. Il n'y a pas de raison que la notion de résilience ne s'applique pas aux animaux domestiques qui sont autour de nous. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Ils s'adaptent de toute façon, et oui, c'est certain. Mais je n'ai pas de travaux expérimentaux en vue, je n'ai pas de réponse. Écoutez, ce que je ferai, par contre, je veux bien continuer à chercher, votre question m'intéresse aussi,
Et si je trouve des choses, ben, je l'enverrai à Jean-Luc Bernet, et puis vous en fera profiter au sein de l'association. Merci, je vais m'infiltrer là très rapidement, j'ai plein de questions, mais je sélectionne vos commentaires. L'homme, il a aussi, au niveau de la conscience, d'abord, il y a deux types de conscience. Hein. Il y a awareness et consciousness en anglais. Quand on est comateux, c'est pas la même chose que quand on est conscient de soi-même. Hein. Les stades de coma, c'est pas du tout la même conscience. Sinon, l'homme, il a la conscience de son histoire, conscience de son existence, conscience de son futur peut-être. Il philosophe, il anticipe, et ça, quand même, ça participe au gap énorme qu'il y a entre l'animal et l'homme. Hein. Et alors, le naturel par rapport à l'artificiel, la peur, la souffrance que vous avez signalée, l'élevage, les animaux domestiques, mais dans la nature, parce qu'on dit toujours la nature, les animaux sauvages, c'est tellement bien, mais il y a de la peur, il y a de la souffrance. Quand on voit des documentaires avec des lions qui bouffent vivantes des antilopes par petits morceaux, ben, je sais pas, et tout le reste, et puis ils meurent, ils ont des maladies, les animaux sauvages, ils meurent dans des coins, peut-être dans des souffrances, et ils ont des fins de vie qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre tout ça dans la balance? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Vous savez, bon, dans cet exposé, on ne dit pas tout, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je le mets, alors, la nature est cruelle, c'est d'ailleurs un argument que je donne assez souvent. Je pense que, en domestiquant l'animal, on le rend effectivement dépendant de l'humain. On l'a rendu dépendant de l'humain. On a incontestablement, compte tenu des gaps culturels que nous avons franchis, une responsabilité. On se sent une responsabilité, puis elle n'est pas déniée aujourd'hui, cette responsabilité. On a la responsabilité de leur éviter. C'est vrai que c'est un avantage. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, quand je m'adresse à des personnes, des amis végans, je leur fais observer que l'animal domestique, il a la sécurité. La sécurité, tous les jours, il a à manger, à boire, et par nécessité, parce que si on ne lui apportait pas convenablement, finalement, ce ne serait pas économiquement intéressant pour l'éleveur. Donc, de toute façon, l'humain éleveur, il a un intérêt à ce que son animal, il soit dans le meilleur bien-être possible, a priori. Même si on n'a pas forcément toujours bien compris avec les élevages industriels, mais vous voyez, même mon éleveur dont je vous parlais tout à l'heure, il avait parfaitement conscience du fait que le bien-être de ces animaux était pour lui rentable. Donc, mais bien entendu, ça s'oppose à l'état de nature, où d'ailleurs, vous voyez bien, les animaux qui sont finalement les herbivores, finalement sont des animaux qui sont presque toujours peureux, ils sont toujours aux aguets, parce qu'ils sont toujours aux aguets du prédateur. Ça dépend comment l'animal il se situe dans la chaîne alimentaire. Est-ce que certains animaux sont prédateurs et sont également des proies? Mais tous ceux qui sont des proies possibles vivent en état d'anxiété permanente. Donc la nature, attention, moi je vous rejoins, la nature, c'est pas parce qu'un produit est naturel, parce qu'un produit est naturel, il serait doté de toutes les vertus possibles. On me dit ça pour les médicaments, mais attendez, moi je dis aux gens, mais les amanites phalloïdes c'est naturel, la digitale c'est naturel, on est tout à fait d'accord. La nature n'a pas les vertus qu'un certain nombre, je le dis très franchement, de citoyens coupés du réel et coupés de la terre peuvent penser. Je pense à l'écolo bobo. Oui, tout à fait. On dit que l'homme est cruel, mais la nature est extrêmement cruelle. Jean-François, oui. C'est à toi. Oui, je voudrais vous demander s'il y a d'autres recherches dans les systèmes d'abattage que l'étourdissement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres études là-dessus? Parce qu'on peut imaginer l'abattage d'une manière différente. Par cathéter, par exemple, on introduit un cathéter, on vide le sang tranquillement de l'animal et il ne souffre absolument pas. Donc, on a l'impression qu'il n'y a que l'étourdissement ou l'égorgement rituel. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres études qui sont menées pour abattre les bêtes d'une manière différente? Alors, bon, parce que ce qu'on appelle étourdissement, c'est en fait, finalement, ça c'est un peu généralisé le mot, je dirais, c'est étendu aux divers procédés visant à faire perdre conscience à l'animal avant finalement cet acte, disons, qui consiste à lui couper le cou et l'égorger. Il n'y a pas que Non, mais j'ai compris, mais il y a d'abord, finalement, pour étourdir, il n'y a pas que couper le cou, justement. Non, mais j'ai bien compris, mais indépendamment du fait, attendez, vous imaginez la complexité de mettre... Non, mais attendez, vous dites... Non, vous êtes médecin, peut-être? Non, j'ai été éleveur et j'ai abattu des bêtes avec un système extrêmement simple et qui pouvait s'organiser très simplement. Au lieu de l'égorger la bête, je lui ai amené du grain. Elle mangeait son grain, je fais une petite incision là, je revenais 5 minutes après, le sang s'est écoulé,
Elle était morte dans de très bonnes conditions, elle n'avait pas souffert quand on vide de tout votre sang. Et c'est possible de l'industrialiser, ça. Puisque avec des systèmes quand vous viviez du grain dans un râtelier avec un cornadis, la bête peut avoir la tête bloquée, et ensuite vous passez et vous mettez un cathéter dans la veine, et la bête meurt de manière tout à fait sans aucune douleur. Et la viande est bien meilleure d'ailleurs. La viande des brebis de réforme que j'abattais était bien meilleure. Alors, au niveau qualité, elle était meilleure. Bon, il y a plusieurs choses. Après, vous savez, l'abattage, les questions d'abattage, elles sont pratiquement partout industrialisées aujourd'hui. Donc il faut que ce soit, je dirais, adaptable à des personnes. Vous, visiblement, vous avez eu le temps de réfléchir, vous êtes un éleveur, vous connaissez les animaux. Le technicien qui est préposé à l'abattoir, qu'on appelle un tueur, qui d'ailleurs généralement ne dit pas forcément à sa famille et ses enfants le travail qu'il fait à l'abattoir, il faut, je dirais, ça demande déjà un petit peu de technicité, d'expérience, etc., ce que vous proposez. Alors, moi qui ai fait partie de cette commission nationale d'éthique des abattoirs, je peux vous dire que ça n'a jamais été évoqué. Par contre, les autres procédés, tous les procédés qu'on appelle d'étourdissement, il y a le procédé mécanique, si vous voulez. Hein. En gros, on lui donne un coup, on perfore très rapidement l'os frontal, la bête est assommée, elle perd conscience immédiatement, et pendant ce temps, on peut la vider de son sang. Mais il y a ce qu'on appelle l'anesthésie électrique, si vous voulez, hein, des électrodes. Pour les porcs, c'est utilisé. Vous voyez, clac, vous les soumettez à une... donc il y a cela qui est utilisé. Il y a le gaz, le CO2, c'est le CO2. Mais bon, vous savez, c'est un peu contesté. Le CO2, pour les volailles, c'est plutôt l'électrique. Elles passent, elles ont la tête qui passe dans un bain électrolytique, et là, il y a une décharge électrique le temps qu'on leur incise le cou, vous voyez. Donc, il y a d'autres procédés que la percussion mécanique sur le crâne qui assomme, vous voyez. Il y a d'autres procédés avec des avantages et des inconvénients qui sont étudiés, qui font l'objet d'études, de comparaisons, etc. Alors c'est vrai que votre procédé de cathétérisation de la jugulaire, mais vous savez, je pense une chose, parce que c'est la veine jugulaire que vous ouvriez simplement, ou parce que la carotide quand même, ouvrir la carotide c'est... Oui, un petit coup de rasoir, mais la carotide, vous savez, c'est quand même, c'est douloureux, hein, en chirurgie, quand on touche à une artère, c'est pas sans effet nociceptif quand même, hein, donc... ça se vide plus vite. Pardon ? Ça se vide plus vite. Ah ben ça se vide beaucoup plus vite, je suis bien d'accord. Oui, parce que dans la jugulaire, ça se vide déjà moins vite. Et puis, je vais vous dire, quand les vétérinaires que nous sommes, quand nous étions jeunes vétérinaires, il nous a fallu déjà un certain temps pour apprendre à ne pas rater la jugulaire. On en a raté quand même des prises de sang et des injections intraveineuses. Donc, ouais, c'est pas... Alors, bon, c'est pas forcément, je dirais, automatisable. Voilà. Dominique, ex-présidente. Oui, 3 petits points. C'était d'abord un exposé vraiment passionnant. Mais voilà, j'ai 3 petits points. J'aimerais bien que vous rajoutiez Brigitte Bardot dans la liste fort longue des gens qui ont protégé, qui ont fait quelque chose pour la protection de l'animal, parce que quand même elle a fait progresser beaucoup de choses, notamment sur on ne tue plus les animaux pour pouvoir prendre leur peau, il y a tout un background là-dedans. Un deuxième petit point qui n'a pas tout à fait de rapport, mais vous savez que dans la région, il y a beaucoup de communes qui ont une espèce de fête de sacralisation des animaux totems et qu'on sort à certaines fêtes parce qu'ils ont certaines qualités, enfin ils représentent. Voilà, alors la région fait une étude là-dessus, mais c'est assez amusant, parce que nous, en zététique, on s'occupe aussi des superstitions, des croyances, etc. Donc c'est une petite chose amusante à retenir. Un dernier détail aussi, il y a un cimetière des chiens à Asnières, donc là où les gens rendent effectivement un petit culte. Et puis je voulais savoir ce que vous pensez peut-être de ce livre d'Émeric Caron, antispéciste, qui circule beaucoup. Oui, alors voilà, cette cause. Bon, je n'ai pas lu son livre, mais je connais Émeric Caron.
J'ai déjà eu l'occasion de siéger à des tribunes à ses côtés, ce qui m'avait d'ailleurs été fortement reproché à l'époque par le syndicalisme agricole majoritaire. J'avais osé me produire à côté d'Émeric Caron, à qui j'avais prêté un stylo pour la circonstance, je me souviens, avec qui je me suis beaucoup engueulé, je dois vous dire aussi, hein, parce que j'ai quand même... Bon, oui, si vous voulez, je pense que c'est une vision citadine. Et puis, j'oublie aussi de dire quelque chose, les gens qui défendent le véganisme, je lisais l'autre jour un article de Florence Burga, philosophe, qui a fait tous ses travaux à l'INRAE d'ailleurs, hein, INRAE, philosophe. Elle est antispéciste, végane, etc. Je la connais, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, je lisais un de ses articles la semaine dernière. Elle n'évoque jamais cette notion fondamentale, quand même, s'agissant de nous, êtres humains, homo sapiens. Nous sommes des omnivores, mais nous ne sommes pas des omnivores parce que nous avons la possibilité de choisir entre de l'alimentation animale et de l'alimentation végétale, indifféremment, à vouloir dire que, bon, voilà, on a réfléchi, nous autres, maintenant, on va manger que du végétal, alors que finalement, le genre homo, il évolue depuis quelques millions d'années. Homo sapiens, c'est quand même 300 000 ans d'évolution. Ça, c'est l'évolution biologique, l'évolution telle que Darwin nous l'a décrit. Ça se fait pas comme ça sur un petit coup sur une chic-note décidée par quelques intellos citadins. Voilà. Je lisais encore ce matin un article d'un professeur de médecine qui faisait l'état des cas de plus en plus graves de jeunes qu'il voit apparaître, parce que précisément ils ont des déficits d'un certain nombre de nutriments qui sont apportés par les humains. Et alors mes amis végans, je leur dis très bien, mais ta vitamine B12, tu fais comment? Elle prend du petit gélule. Ah, je leur dis, alors tu fais appel à monsieur Monsanto pour te procurer de la vitamine B12, toi l'écolo qui gueule après Monsanto en permanence et tous les autres, mais t'es quand même dépendant de ça, t'es pas très cohérent à mon avis. Nous sommes des animaux, c'est aussi à mon avis quelque part des gens qui nient leur animalité. Moi, je suis un animal humain. Bon, certes, je suis tout à fait d'accord. On a fait un gap intellectuel. On a franchi, en se redressant, on a eu une multitude de choses qui font qu'on a franchi un gap. On est capable de considérations philosophiques, etc. Mais, je veux dire, on peut... J'ai perdu le fil de ma pensée, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, hein, sûrement. On a quand même besoin de vérifier. Pardon? Caron ne t'a pas rendu le stylo. Caron ne m'a pas rendu le stylo, si, il m'avait rendu le stylo, si. Non, mais on a eu des échanges un peu musclés avec Émeric Caron, voilà. Oui, bon, oui, c'est une tête à claque, mais bon, voilà. Mais bon, je pense qu'il faut des gens comme Émeric Caron. C'est comme ça qu'on échange et puis que les démocraties progressent. Je voudrais juste dire un tout petit mot là, sur l'histoire des gens dont vous parlez, genre Émeric Caron. C'est qu'ils vont vous dire que l'homme est un omnivore opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, il est omnivore, il peut tout manger, mais il n'a pas besoin de tout manger. Voilà. Hein, les Inuits, ils vont manger que des poissons du phoque. Les Touaregs, ils vont manger que du lait de chamelle et peut-être un peu. Voilà, c'est ça qui répondrait. Je trouve que c'est une très mauvaise réponse. Hein. Victor, oui. On a fini, hein. Juste, effectivement, il a été question de cheval, et je voulais poser une question sur le cheval. On dit que c'est la plus noble conquête de l'homme, mais au très où vont les choses, parce qu'on va supprimer les épreuves d'équitation. Bon, ça c'est un peu une anecdote. L'autre, c'était la question de savoir si on a une idée du chiffre d'émissions des gaz à effet de serre à propos des élevages intensifs. Non seulement le CO2, pour fabriquer de la viande, mais aussi du méthane éventuellement. Bon, alors, sur les élevages intensifs. Alors, les élevages intensifs ne sont a priori pas des élevages de ruminants, dans beaucoup de cas. Dans l'élevage intensif, on parle souvent d'élevage hors sol. Hein, voyons. Élevage hors sol. Alors, il y a des ruminants, mais c'est surtout les espèces dites monogastriques, volailles monogastriques. Donc, bon, alors des études qui verraient la part, disons, d'émissions de méthane, notamment, de méthane, dans les élevages intensifs, je pense que c'est difficile de l'attribuer plus spécifiquement aux élevages intensifs. Mais pour en revenir aux questions des émissions de méthane, les émissions de méthane, c'est d'abord et avant tout le fait des ruminants, compte tenu de leur système de fonctionnement digestif. Vous savez qu'un ruminant, pour l'essentiel, ne se nourrit pas finalement des végétaux qui broutent, mais des protistes qui sont dans son rumen.
Toute la plupart des protéines et des sucres et des acides, il se nourrit de beaucoup de... Il fonctionne à l'acide propionique et à l'acide acétique. Ça vient de son rumen. C'est le bouillon de culture de son rumen qui nourrit. Le bypass directement par la caillette, vous voyez, où les aliments vont directement dans la caillette, ce qui correspond à notre estomac, à nous, ça représente une partie. Alors c'est l'essentiel pour le petit veau avant qu'il soit sevré, mais après, dès lors qu'il est sevré, ça devient relativement infime. Pour en revenir aux ruminants, ce sont eux les principaux émetteurs de méthane, mais comme toujours, on commence par découvrir ça. Donc ils émettent beaucoup de méthane. Bon, donc il y a toutes sortes d'études qui sont faites, notamment par l'INRAE et d'autres en France, sur la façon de réduire le méthane émis par ces ruminants. Mais si vous voulez, les ruminants, ils sont où, les ruminants? Ils sont sur des prairies naturelles ou artificielles, mais souvent sur des prairies naturelles, si vous prenez ça à l'échelle de la planète. Ce sont des endroits où vous ne pouvez pas faire, on a vu par des cas, de culture artificielle. Donc vos végétaliens stricts ne pourront pas utiliser, parce qu'ils ne mangeront pas de l'herbe quand même, autant que je sache. C'est pas très bon, l'homme ne sait pas en tirer grand parti de l'herbe. Tandis que là, vous avez des animaux qui utilisent ces zones-là. Or, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Que ce sont finalement des puits de carbone, des prairies naturelles, qui sont pratiquement équivalents aux puits de carbone que constituent les forêts. Donc vous supprimez les vaches avec leurs émissions de méthane, vous supprimez en même temps les puits de carbone. Donc on est en train de découvrir et de penser que progressivement, finalement, il y a une espèce de neutralisation. Donc la question du méthane, indépendamment du fait que la durée de vie du méthane, alors le méthane a un effet, je dirais, beaucoup plus puissant comme effet de gaz à effet de serre que le CO2. En revanche, sa longévité est assez faible, voyez. Donc, en tout cas, il y a sûrement un effet de balancement, enfin, disons, de neutralisation des effets qui est à envisager, et les recherches sont en train d'évoluer vers cela. Donc, je pense qu'en toute chose, il faut toujours bien peser le pour, le contre, réfléchir, et voilà, il ne faut pas se précipiter dans les conclusions à adopter. Mais c'est ça la science. C'est toujours la science, l'état des connaissances à un instant donné. Moi, il me semble que c'est une très bonne conclusion de rappeler ça, que nous savons déjà. On va remercier Michel. Moi, je vous remercie. J'ai passé avec vous un très bon moment. Merci.